La plateforme des acteurs pour la protection de l'environnement de la zone humide des Niayes réaffirme son opposition au complexe sportif prévu sur ce site, considéré comme l'unique poumon vert de la capitale. La structure bénéficie du soutien d'environnementalistes et membres de la société civile dans son combat. Ensemble, ils décident de traîner l'État du Sénégal devant la justice. Ils étaient en conférence de presse. L'érection de l'arène nationale sur la zone humide des Niayes, mouvement de jeunes et de femmes, acteurs politiques, experts environnementaux dénoncent le forcing de l'État. La zone des Niayes est une zone non édificante, c'est-à-dire qui n'est pas apte pour recevoir des infrastructures de ce genre. Toute infrastructure doit faire l'objet d'une étude d'impact environnemental et social avant son démarrage. Et dans ce cas d'espèce, on voit que l'État a démarré sans pour autant au préalable procéder à l'étude d'impact. À la place du complexe sportif en chantier, un notable dignitaire de la commune de Pikine Nord préfère d'autres infrastructures beaucoup plus utiles, disent-ils. Tous les vendredis, nos sermons sont axés essentiellement sur le projet, juste pour montrer notre opposition. L'érection d'une arène nationale n'est pas une priorité pour nous. Notre localité manque presque de tout. Notre commune ne dispose même pas de lycée, encore moins une infrastructure sanitaire. Le site devant abriter le complexe sportif commence à changer de visage car depuis quelques semaines, on a démarré les travaux de rembourement et de terrassement. Ainsi, environnementaux et membres de la société civile comptent porter le combat. J'apporterai mon assistance juridique, le cas échéant, pour traduire l'État devant les juridictions, pour que ce projet soit conduit, en tout cas que l'État respecte la loi, parce qu'aujourd'hui ce qui est clair, c'est que l'État est dans une situation de forcing. Les populations de Pikine Nord restent divisées sur l'élection de l'arène nationale. Ce n'est donc toujours pas le consensus. Sénégal Airlines s'enfonce dans la zone de turbulence. Des travailleurs de la boîte menacent d'observer une grève de la faim. Ils étaient en sitting mercredi pour réclamer le paiement de leurs 6 mois d'arriérés de salaire. Les travailleurs de Sénégal Airlines rouges de colère ce matin, ils ont assiégé leur point de vente, 6 mois d'arriérés à l'origine de cette grogne. Ils ne sont pas contents du tout, parce qu'on a l'impression que tout le monde nous regarde. Personne ne se soucie de notre sort, alors que nous sommes des Sénégalais et des Sénégalaises, nous sommes des pères et des mères de famille qui ont des enfants à nourrir, qui ont des enfants à éduquer. Nous avons réellement des loyers à payer, des factures d'électricité, d'eau et de scolarité à honorer. Et jusqu'à présent, toutes ces factures-là sont sur les tables pour des défauts de revenus. Ces pères et mères de famille souhaitent des négociations avec la tutelle après plusieurs plans d'action qui, jusqu'ici, n'ont rien donné. L'État, politiquement, économiquement et socialement, n'a aucun intérêt à laisser tomber Sénégal Airlines. Pour tout préalable, il faut qu'on paye les arriérés de salaire du personnel avant de parler de relance et de restructuration. Maintenant, quand on en arrivera à la relance et à la restructuration, forcément, ils vont s'asseoir avec le personnel. Décidés à aller jusqu'au bout de leur combat, ces agents ne comptent pas lâcher du lest. Nous n'excluons absolument rien. Des sittings au niveau de la tutelle, au niveau de la plateforme aéroportuaire, et même on n'exclut pas vraiment d'initier maintenant une grève de la faim, puisque les gens ont pris le parti de nous affamer. Opération de Poutine hier, sit-in aujourd'hui, les travailleurs de Sénégal Airlines n'écartent pas une grève de la faim. Des transporteurs de minibus dénommés horaires bi dans tous leurs états, ils dénoncent l'interdiction qui leur est faite de prendre départ des beaux maraîchers vers le Fouta alors qu'ils se sont toujours libérés, disent-ils, de toute taxe. Ils promettent d'embarquer de la gare routière ce jeudi et ce, à tout prix. Suñu client ya ñun xamuñu ko ñom xamuñu tabla ba client horaire lañu yor suñu problème moy horaire yi ñun ko bayyi tout tranquillement ñu yeb. Nous ne maîtrisons que les horaires qu'on laisse de traces mener notre travail. Les clients que nous transportons choisissent les horaires et même avec seulement 3 clients, nous prenons le départ. Ils ne peuvent pas interdire les horaires. Demain, nous serons au boulot et nous sommes prêts à découdre avec eux.
En 2014, le Sénégal a perdu plus de 370 000 millions dans le secteur de la pêche, un manque lié à la présence de navires chinois. Au total, ils sont 44 à pratiquer la sous-déclaration au Sénégal, en Guinée et en Guinée-Bissau. Une révélation de l'ONG Greenpeace Afrique dans un rapport publié sur le phénomène. Ils ont un tonnage brut qui est réel, mais en venant dans nos pays, ils déclarent un tonnage brut qui est inférieur à ce tonnage réel. Du coup, ce nouveau tonnage brut va leur permettre non seulement de pêcher dans des zones qui sont normalement interdites à ce genre de navire, vu leur capacité, mais aussi ils vont payer moins que ce qu'ils devaient payer en termes de redevances. Au Sénégal, par exemple, on a pu évaluer ces pertes entre 2000 et 2014. Ces pertes sont évaluées à plus de 300 millions de francs CFA, n'est-ce pas, qu'une compagnie chinoise, en fait, mais une compagnie mixte avec des intérêts sénégalais, n'est-ce pas, a tout simplement n'a pas payé, et que c'est quelque chose qu'il devrait payer au gouvernement du Sénégal. Il est d'abord important qu'une enquête soit ouverte, une enquête approfondie soit ouverte pour situer un peu les responsabilités. Les ressources halieutiques de plus en plus rares au Sénégal, la forte présence des compagnies étrangères, l'utilisation des monofilaments, des raisons évoquées. Pour changer la donne, les acteurs préconisent un nouveau code de la pêche pour assainir le secteur. À Soumbédioune, pêcheurs artisanaux, mareyeurs condamnent les contrats délivrés aux Chinois. Au total, 7 compagnies opèrent dans une société mixte dans le pays. Derrière ce visage se cachent plus de 30 ans d'expérience. Les ressources halieutiques, Abdoulaye Diop maîtrisait bien les saisons. Tchof, Djaleñ, Ngot, ces espèces inondaient le marché à pareil moment. Maintenant, la pêche illégale a tué toutes ces espèces. Les compagnies étrangères bénéficient de contrats qui leur permettent de pêcher sur nos côtes. Actuellement, le poisson se raréfie dans les zones côtières. Les pêcheurs de Soumbédioune, par exemple, vont jusqu'à Kayar ou Mbour à la recherche de certaines espèces. Tout a changé. Avant, pour écouler nos produits, c'était la croix et la bannière. Tellement les ressources étaient nombreuses. Il n'y avait pas tous ces marchés étrangers. Le poisson devient de plus en plus rare. Vous voyez, ces monofilaments, nous n'avons pas le droit de les utiliser. Mais nous n'avons pas le choix. La révision du code de la pêche, une vieille doléance, une solution aussi pour protéger certaines ressources. Aujourd'hui, il est clair que les stocks de poissons s'épuisent, principalement dans les côtes ouest africaines. Donc je crois que c'est l'occasion pour nos pays et pour le Sénégal principalement, de mettre en place une politique de gestion de la capacité de pêche dans le pays. Concernant le cas des monofilaments, effectivement, il y a un article qui est clairement défini dans le Code de la pêche qui interdit l'utilisation des monofilaments. Par contre, il y a un bémol parce que dans cet article précité, il y a une dérogation qui peut être faite. Et que cette dérogation soit levée et que ces monofilaments soient tout bonnement interdits. En attendant des textes progressistes, les acteurs du secteur continuent de dénoncer la concurrence directe et illégale des compagnies étrangères aux pêcheurs artisanaux. « 48 heures de grève, c'est le mot d'ordre des nouveaux entrants de la FASTEF, des étudiants en première année qui réclament le paiement de leur bourse. Ils disent ne pas comprendre les lenteurs dans le processus de paiement de leur dû. Depuis octobre, on est resté sans percevoir notre motivation, notre bourse. Et qui dit enseignement supérieur, qui dit le temple du savoir, véritablement, il y a des besoins pédagogiques, il y a des besoins véritablement sociaux. Et ces besoins-là, nous exigeons que l'administration, l'État fasse son devoir par rapport à nous qui sommes des nouveaux recrues au niveau de cette institution. Aujourd'hui, on est encore là, mais cette fois-ci pour décréter 48 heures renouvelables, mais sans exclure des négociations, sans exclure
exclure des pourparlers, des démarches sociales pour permettre à une solution adéquate et définitive de notre problème de bourse. L'envoi probable d'un 5e contingent sénégalais au Yémen continue d'alimenter les débats. D'aucuns se posent la question de savoir s'il existe réellement une stratégie de communication dans le camp présidentiel. D'autres estiment que c'est une pression énorme que le chef de l'État est en train de subir. L'envoi des soldats au Yémen, un sujet qui connaît beaucoup de rebondissements. Le président Macky Sall doit-il revenir sur sa décision? Momar Seyni Ndiaye estime que c'est sa communication qui fait défaut. Le président est dans une sorte de communication paradoxale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quasiment tout ce qu'il dit se retourne contre lui et les mesures qu'il prend, qu'il annonce de façon assez maladroite sont généralement assez mal perçues depuis quelque temps et je pense qu'il aurait vraiment beaucoup d'efforts à faire. Pour le rédacteur en chef du journal L'Enquête, c'est une pression énorme que subit le président, mais il doit faire face. Il doit subir, hein. Moi je pense que c'est le président de la République, hein. C'est lui le chef de l'État et il doit prendre des décisions et les assumer. Et dans ce cas précis de l'envoi des troupes en Arabie Saoudite, je pense que le président a des informations que nous n'avons pas. En tout état de cause, seul un consensus entre l'Arabie Saoudite et le Sénégal peut sauver le président Macky Sall. Le Sénégal n'est pas le seul pays islamique et il aurait fallu effectivement avoir la caution de l'OCI parce que l'OCI aurait pu faire une session spéciale, demander à tous ses membres de mettre ce qu'il faut pour, en termes de logistique, en termes d'armée, en termes de moyens, pour défendre les lieux saints de l'islam. Il y a toujours un consensus parce que c'est l'intérêt national qui est en jeu. C'est le cas en France lorsqu'il s'est agi d'envoyer des soldats, au Mali, dans l'opération Serval, aux États-Unis. Dans beaucoup de pays, c'est la même chose. Depuis l'annonce de cette nouvelle, des réactions fusent de partout. Mais selon des communicants, beaucoup de soldats pris pour faire partie des 2000, vu l'importance des rémunérations.